Mardi 19 octobre 2021, un ETF Bitcoin est lancé aux États-Unis, ce qui provoquera probablement un nouveau record historique sur le Bitcoin au-delà des 65 000 $. Alors oui, on va voir que c'est une bonne nouvelle de démocratisation des cryptos à destination des investisseurs institutionnels et peut-être plus largement des marchés traditionnels. Sauf qu'en réalité, et nous allons le voir ici dans cette vidéo, en vrai, c'est pas foufou. Le but ici est de comprendre ce qu'est un ETF, oui, parce qu'on m'a posé la question sur YouTube, comment ça marche, vous partagez quelques éléments de recherche et de réflexion pour que vous fassiez votre propre avis. Bref, restez objectif en essayant que tout ceci soit le plus accessible pour la majorité d'entre vous. Je crois que j'ai fini l'intro, donc intro. J'ai pas prévu d'intro et j'ai que 2 heures pour faire la vidéo, alors tu te démerdes. Ouais, ça parle de Bitcoin et d'ETF, c'est cool, waouh. Mardi 19 octobre à la bourse de New York a commencé les premiers échanges de ProShare Bitcoin Strategy ETF, connu sous le nom de BITO. C'est son code mnémonique, tout comme le code mnémonique de Bitcoin, c'est BTC. La SEC, autrement dit l'autorité des marchés financiers aux États-Unis, n'a pas approuvé le projet. Non. La SEC a publié le prospectus sans le rejeter. D'ailleurs, la SEC n'a pas fait de commentaire. Et si elle n'a pas d'objection dans les 75 jours qui suivent, alors le projet sera tacitement approuvé. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que ça ouvre le processus de démocratisation des cryptos et en l'occurrence plus particulièrement du Bitcoin. Il n'y a pas de Bitcoin dans cet ETF. Non. ETF pour Exchange Trade Fund. Il y a notamment des contrats futurs sur le Bitcoin. On peut d'ailleurs y retrouver des fonds négociés en bourse, des titres de fonds et j'en passe. Acheter donc cet ETF revient à être possesseur d'un titre de fonds qui lui-même ne détient pas de Bitcoin. Il faut savoir que les contrats à terme, dont les futurs, sont des dérivés d'un actif, comme le Bitcoin. Après, ça peut être autre chose, ça peut être le pétrole, le CAC. La valeur de cet ETF est donc tirée de la valeur d'un contrat à terme, dont la valeur est tirée du Bitcoin. Le contrat à terme est le dérivé du Bitcoin. Cet ETF est la dérivée des contrats à terme, c'est donc la dérivée seconde du Bitcoin. Un ETF se négocie grosso modo comme une action, ce qui est donc ouvert aux investisseurs traditionnels, comme le propose déjà Grayscale pour les investisseurs fortunés et qualifiés. D'où le deuxième point, oui, ça existe déjà. C'est juste que cet ETF est très médiatisé. Bah oui, c'est les États-Unis, hein. C'est les plus forts, les meilleurs. Et vive l'Amérique! America! Bref, pas besoin d'un compte crypto pour pouvoir répliquer la performance du Bitcoin. Il y a plein d'ETF ou d'ETN qui ont déjà été lancés. Alors oui, ETN pour Exchange Trade Note. L'ETF, tu as un titre de fonds et l'ETN, tu as le titre d'une créance. C'est grosso modo comme une obligation sans rendement où tu reçois ou tu payes la différence entre ton prix de vente et ton prix d'achat. Là aussi, c'est une sorte de dérivée seconde du Bitcoin. Même en France, il y a un ETF sur le Bitcoin depuis cet été. Et là, dans cet ETF, on est dans la dérivée tierce. Dans cet ETF, il n'y a pas de contrats futurs qui eux-mêmes sont indexés sur le Bitcoin. Ce sont des actions qui a priori évoluent en fonction du Bitcoin. D'autres vont également se lancer dans cette course ETF, notamment Valkyrie's Investment, et d'autres le sont déjà, comme Wisdom Tree ou d'autres de la liste. D'ailleurs, le premier de la liste, la taille du fonds fait 270 millions d'euros. Pas énorme. Et ensuite, direct, on passe sous les 50 millions d'euros. Il faut savoir que les institutionnels n'ont pas attendu que les ETF sortent pour s'y mettre. Soit ils en font en direct, bon, tu connais les principaux protagonistes, même si ce n'est pas forcément considéré comme des institutionnels, MicroStrategy, Tesla, ou alors ils l'ont déjà fait via des contrats à terme, dont les futurs, ça peut être aussi les options. Oui, on en parle souvent dans ces vidéos au travers de l'Open Interest, c'est le nombre de contrats qui sont ouverts pour pouvoir connaître l'exposition globale des investisseurs institutionnels. D'ailleurs, on est sur des records historiques du nombre de contrats ouverts actuellement sur le Bitcoin, entre autres. Globalement, c'est clair que c'est un message fort en provenance des États-Unis, notamment de la SEC, de ne pas être contre les cryptos, sans pour autant être pour, ce qui probablement provoquera une réglementation à ce sujet. Mais alors, pourquoi accepter un ETF qui n'est que la dérivée seconde du Bitcoin? Eh ben, je crois que la SEC, par expérience, le fait que ce soit pas directement sur le Bitcoin, ça va permettre d'absorber déjà la news, parce que tu sais que sur le marché des cryptos, c'est soit euphorie, soit panique, il n'y a jamais de répit. Donc plutôt que de provoquer une demande très forte comme ça du jour au lendemain et provoquer une euphorie, bah oui,
Souviens-toi, décembre 2017, mise sur le marché des contrats futurs sur le Bitcoin. Décembre 2017. Bam! Éclatement de la bulle. Ça va donc permettre de lisser l'acceptation. Et peut-être, contrairement aux autres ETF, comme on l'a vu, sont plutôt petits, il n'y a pas eu trop de publicité. Bah là, tout ce qui va être réalisé autour de cette communication, de cet ETF accepté aux États-Unis, peut-être que contrairement à tous les ETF ou ETN qu'on a vu, où il n'y a pas forcément eu de médiatisation autour, la publicité autour de cet ETF aux États-Unis permettra peut-être d'attirer d'autres investisseurs institutionnels qui étaient jusque-là réticents. Déjà, ça permet d'éviter de passer par un broker crypto. Ouais, faut ouvrir le compte, faut envoyer des documents, faut faire gaffe à pas se faire hacker, à mettre un mot de passe différent que sa date de naissance, éviter de traîner sur des sites un peu chelous, de cliquer sur le lien et puis en fait tu tombes sur un scam, c'est-à-dire t'es pas vraiment le site, tu rentres tes coordonnées puis tu te fais tout chourer. Mettre la double authentification, tout ça, bon, c'est vrai que quand on se noie dans un verre d'eau, ça semble être le parcours du combattant. Et en plus, pas besoin de stocker tout ça dans une clé Ledger par exemple, parce que là, le but est simplement de répliquer la performance sans en détenir vraiment. D'ailleurs, passons tout ce qui est logique de décentralisation, tout ça. On a dit qu'on était dans la rubrique avantage. Un ETF basé sur les contrats à terme sur le Bitcoin, c'est être exposé sur le Bitcoin, c'est quand même mieux que de ne pas être exposé du tout, si on en veut. Et bien entendu, publicité, démocratisation, l'autorité des marchés financiers aux États-Unis n'est pas contre, les cryptos et toute la communauté commencent à se faire accepter par les boomers de Wall Street. Alors, pas tous, hein. Petit message à Luc. Bon, déjà, pas exposé au Bitcoin, donc il y a des échéances. Et arrivé à ces échéances, il faut que le fonds, en l'occurrence, remplace ces contrats futurs qui arrivent à expiration. Il doit vendre celui qu'il a pour pouvoir les rouler sur l'échéance suivante. Ce qui peut entraîner un risque de contango, c'est lorsque les contrats à long terme valent plus cher que les contrats à court terme. Ils se négocient avec une prime. Donc l'ETF va vendre à des prix très bas, prendre les contrats sur des échéances plus longues à des prix plus hauts. Bien entendu, toute cette différence sera répliquée sur l'évolution de l'ETF. Le fait de parier sur un prix futur sera sujet à encore plus de spéculation et de risques que l'acheter directement. Bah oui, parce qu'il y a plus d'intermédiaires, comme on l'a vu, il y a des frais après qui sont cachés. Sachant que, et là je vais ouvrir une parenthèse, une crypto, ça cote H24. 7 jours sur 7. Un contrat futur, prenons le Bitcoin CME du Chicago Mercantile Exchange. Et bah à partir de vendredi soir, on ferme la boutique. Ah ouais, bah terminé. Et on réouvrira le dimanche soir. Donc, s'il se passe un truc le week-end, 3 points de suspension. Et je passe les pauses de 1 heure à partir de 4 heures l'après-midi, histoire d'updater un petit peu tout ça. Le planning littératoire c'est PEO et c'est un PEO. Bon, je prépare à manger, on va discuter parce qu'il y a un problème. On va casser une petite graine. Parce que Je moi, j'ai prépare un des petit- bouteilles. Ah, c'est bien ça. Parenthèse fermée. Les prix du Bitcoin peuvent varier d'un broker à l'autre alors c'est un peu moins le cas maintenant, mais peuvent varier de 5% quand même. Donc là, on fait confiance à notre intermédiaire de pouvoir répliquer le bon. Et avec toutes ces problématiques, bien évidemment, la performance de l'ETF en sera impactée, sera relativement différente de celle du spot, donc du vrai Bitcoin, sans compter, oui, j'ai oublié les 1% de frais annuels. Mais bon, tu me diras, vu comme c'est volatile, les 1% de frais annuels, mais il peut y avoir ce qu'on appelle un tracking error. C'est cette capacité à suivre son actif de référence. Et j'ai vu beaucoup d'articles de ceux qui prônent la liquidité des contrats futurs. Sauf que là, avec l'ETF, il est potentiellement moins liquide, donc plus difficile à vendre et à acheter, trouver une contrepartie, que le Bitcoin lui-même. Et concernant les risques, c'est là où j'ai commencé à me taper toute le prospectus. D'ailleurs, je te lâche le lien dans la description si ça t'intéresse de creuser. Mais j'ai envie de dire, il y a quand même presque moins de risques de l'acheter en direct. Risque de stratégie d'investissement, risque de marché volatilité, risque de liquidité, risque sur les contrats futurs Bitcoin, risque d'exposition sur les futurs Bitcoin, risque de coût, risque sur le Bitcoin, risque de cash sur les instruments, risque subsidiaire d'investissement, risque d'emprunt, risque de contrepartie, risque de non-diversification, risque de variance, Je sais même pas ce que c'est cette merde, mais bon, tu verras ça dans la description. risque de management, risque fiscal, risque d'évaluation. Oh bordel. Bon, je vais m'arrêter là. Il y a quand même beaucoup de risques dans le processus, alors que justement le fait que l'ETF soit approuvé, on était plutôt parti pour dire que du coup il y a moins de risques pour l'investisseur. C'est pas vraiment vrai en fait. C'est très bien pour les cryptos qui mettent un pied de plus dans les marchés traditionnels. Mais c'est pas ça qui va faire exploser le Bitcoin à 200 000 $. Et plutôt que d'avoir 3 intermédiaires, autant aller à la source. Faire gaffe de pas aller sur des sites chelous, bien mettre ton code, la double authentification, avoir plusieurs brokers au cas où et pouvoir switcher sans aucune différence de l'un à l'autre. Oui, ça va bien se passer. Entre nous, on est quand même plus dans l'impact marketing auprès des professionnels. Mais
voyons quand même le verre à moitié plein. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est mieux que la Chine banne les cryptos. Et bam, on met un petit pied devant, tu vois, mais on y va quand même mollo. J'espère t'avoir en tout cas partagé des éléments intéressants dans cette vidéo, technique ou de réflexion. Si tel est le cas, merci pour ton pouce. Merci d'avoir posé la question. Ça m'a du coup donné un sujet de vidéo. Et à très vite à 100 000. Ciao! À 100 000 sur le Bitcoin ou sur la chaîne? Les deux. Ouais, les deux.